Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction orale de l'activité portant sur les divinités tutélaires de Pompéi. Je vous invite au fil de cette vidéo à prendre des notes pour corriger vos exercices et pour synthétiser les informations étymologiques qui vous seront apportées tout au long de la séance. Alors, première question. Sous la protection de quelle divinité la région de Pompéi est-elle placée d'après Martial ? Comme on ne vous demandait pas de traduire intégralement le texte, il fallait avoir une stratégie de lecture globale. Le réflexe, c'est de commencer par repérer les mots qui portent une majuscule. Alors, pourquoi une majuscule ? Parce que les noms des dieux sont des noms propres qui portent donc une majuscule. On fera exception de la première lettre de chaque vers, puisqu'on est en poésie et que traditionnellement on place une majuscule d'office au début de chaque vers. Mais pour le reste, on peut commencer par repérer les différents noms propres. Alors si je prends le temps de lire le texte, on a ici Wesbius, puis Nisée, puis Bacchus, puis les satyres, puis Vénéris, puis Lacédémone, Herculéo, et voilà. Ensuite, il suffit de regarder les aides à la lecture pour vérifier lesquels de ces noms désignent des noms de dieux. Par exemple, Wesbius désigne le Vésuve, donc on ne va pas le retenir. Nisée désigne un lieu géographique. En revanche, ici, Bacchus va être la première des divinités tutélaires de Pompéi. Satyrie désigne des satyres qui accompagnent les cortèges de femmes dans le culte de Bacchus. Ce sont des personnages mythologiques qui ont un corps d'homme et des pieds et des cornes de bouc. Vénéris, ici, désigne la déesse Vénus. Sur le plan étymologique, alors c'est ici le génitif singulier. En fait, si vous cherchez dans le dictionnaire, vous trouvez Venus, Vénéris féminin, c'est le nom de Vénus. En français, lorsqu'on parle de maladie vénérienne, on parle en fait de MST, de maladies sexuellement transmissibles, et donc qu'on attrape en faisant l'amour, et vous n'êtes pas sans savoir que Vénus est la déesse de l'amour. Lacédémone est le nom d'une ville grecque qu'on peut aussi appeler Sparte, qui se trouve dans le Péloponnèse. Et puis vous avez ici le nom d'Hercule. Autrement dit, il y avait 3 divinités à retrouver dans ce texte. Bacchus, dont le nom grec est Dionysos, Vénus, dont le nom grec est Aphrodite, et Hercule, dont le nom grec est Héraclès. Question 2. Par quel procédé le poète met-il en valeur l'attachement particulier de ces divinités pour cette région ? Alors, vous avez souvent du mal avec le terme procédé. C'est un terme que vous trouvez aussi souvent dans les questions de français au brevet. Un procédé, ça peut être le relevé d'un champ lexical, ça peut être aussi une figure de style. Ici, il y avait plusieurs réponses possibles. Première possibilité, vous aviez par exemple ici une indication sur le pronom adjectif démonstratif ik, aek, ok, dont on pouvait remarquer qu'il apparaissait très souvent en début de vers, ce qui pouvait être considéré comme une manière d'insister sur la présentation de ce lieu particulier à travers la figure de style qu'on appelle une anaphore. Une anaphore consiste à reprendre un même mot, une même formule en début de phrase ou en début de vers. Ça, c'était une première possibilité. Vous pouviez aussi analyser une autre figure de style, ici avec l'association des mots plusquam, plus que. Le troisième vers pouvait se traduire ainsi: Bacchus, Amawit, Emma. Aek Yuga, c'est hauteur, c'est-à-dire les hauteurs du Vésuve. Plusquam, plus que Coles Nisae, les collines de Nisée, où il avait été élevé. Donc cette comparaison permet d'exprimer une préférence de Bacchus pour le site du Vésuve. Donc la comparaison pouvait être aussi un procédé utilisé
pour mettre en valeur l'attachement de Bacchus à cette région. Petite précision, avant de vous faire découvrir une fresque qui est familière à ceux d'entre vous qui ont eu la chance d'aller au musée archéologique de Naples, juste une petite remarque de méthode. Certains ont été faire des recherches sur Internet en fait pour retrouver ces divinités attachées à la région de Pompéi. Vous voyez qu'une lecture du texte est bien plus efficace parce que certains sont allés chercher Héra, je ne sais où, le texte donnait les informations nécessaires. Le travail d'un archéologue, c'est de croiser les sources. Vous, pour l'instant, vous aviez déjà analysé les vestiges des temples mis au jour par Fiorelli sur le plan de Pompéi, et vous aviez déjà repéré qu'Hercule et Vénus, par exemple, étaient des divinités honorées à Pompéi. Le croisement de ces sources archéologiques avec la lecture de ce texte de Martial permet d'ajouter au culte de Bacchus d'ajouter au culte de Vénus et d'Hercule celui de Bacchus. Et justement, si on croise avec les sources archéologiques, on peut également s'appuyer sur cette fresque retrouvée à Pompéi au moment des fouilles qui ont été organisées bien longtemps après l'éruption du Vésuve. Et sur cette fresque, on retrouve la prédominance de la figure de Bacchus dans cette région. Donc le fait de croiser pour un archéologue la source apportée par Martial et la fresque retrouvée à Pompéi permet de donner du poids au fait qu'à Pompéi, on vouait un culte particulier à Dionysos Bacchus. Donc cette fresque, elle peut également nous aider à repérer les domaines de compétences et attributs du dieu. Mais on vous demandait de retrouver ces compétences en vous appuyant sur les 4 premiers vers du texte. Donc je reviens un petit peu sur le texte. Vous pouviez par exemple vous appuyer sur le vocabulaire, ça en général vous avez su le faire. Vous trouviez par exemple ici Pompineis couvert de pampre, la pampre étant la branche de vigne avec ses feuilles et ses grappes. Vous trouviez également Oua, la mention du raisin, par exemple ici. À chaque fois, vous aviez ces indications dans le vocabulaire à côté. Donc voilà. Vous trouviez également la mention des chœurs et des satyres qui renvoient à la dimension de fête qui entoure le dieu Bacchus Dionysos, Bacchus qui va donc pouvoir être associé, être considéré comme le dieu du vin, de la vigne, de la fête et de l'ivresse. Là encore, certains d'entre vous sont allés chercher sur Internet, alors ils ont trouvé des éléments intéressants, qui font par exemple Dionysos, le père de la tragédie, voilà, mais tout cela n'apparaissait pas du tout dans le texte de Martial. Donc ce qu'on vous invite à faire en latin, en fait, c'est essayer de déduire des informations d'un texte. On a bien sûr le droit d'aller compléter ses connaissances sur Internet, mais vous voyez qu'ici, en se référant simplement à l'aide à la lecture, on pouvait déjà trouver beaucoup de choses. Donc quel élément explique l'importance du dieu Bacchus dans la région? Eh bien, c'est la présence du vignoble sur les coteaux du Vésuve. Ceci apparaît très clairement ici sur la fresque que je vous propose en complément. En fait, on voit les sarments de vigne ici sur les flancs du Vésuve. Pour ceux qui n'ont pas eu la visite guidée de Lionel, on se rend compte ici que le Vésuve est représenté non pas comme un volcan traditionnel, mais comme une montagne très haute. En fait, aujourd'hui, le Vésuve est coupé à la moitié, tout simplement parce que cette fresque remonte à une période antérieure à l'éruption. Au moment de l'éruption, toute la partie supérieure du Vésuve ici a explosé et est retombée sous forme d'un amas de cendres sur toute la région alentour. Ce qui explique que sur cette représentation, on n'est pas de cratère volcanique comme nous avons aujourd'hui l'habitude de nous représenter le Vésuve.
Ce que l'on appelle les attributs du dieu, on le retrouve sur cette fresque avec par exemple la couronne de vigne ou de lierre. Ici on insistera plutôt sur la vigne. La coupe, ici que tient Bacchus et qui renvoie au fait de boire du vin et à l'ivresse. Vous avez bien sûr son habit qui est symbolisé sous forme d'une grappe de raisin. Et puis la panthère, qu'on retrouve souvent aussi sous forme de peau de panthère sur ces fameuses femmes qu'on appelle des ménades ou des bacchantes qui accompagnaient les cortèges de ce dieu lors de fêtes, notamment sur les coteaux du Vésuve. Alors sur cette fresque, on trouve également de nombreux symboles à la fois de fertilité, de prospérité et de bonheur. C'est une région très fertile où il est agréable pour les gens de se rendre, notamment pour les Romains qui avaient leur, en quelque sorte, résidence secondaire. Voilà, donc on trouve les guirlandes de fleurs et festons que nous avions déjà rencontrées pour symboliser l'âge d'or incarné par Auguste, notamment sur l'Arapakis. On retrouve des symboles d'une nature épanouie avec des branchages, des oiseaux, et le serpent, symbole de fécondité. Attention, le serpent chez les Romains n'est pas du tout comme chez les chrétiens, symbole de tentation, symbole du mal. Au contraire, ici, c'est un symbole de vie. Dernière question, on vous demandait on vous disait donc la dernière divinité citée, donc au vers 6 Hercule, passe pour être le fondateur de Pompéi. À quelle occasion est-il passé par l'Italie? Donc vous avez été nombreux à trouver que c'était en revenant notamment de son 10e travail où il va capturer les bœufs de Gérion. Il va passer par le jardin des Hespérides, ensuite 11. Je vous ai mis les 2 images du détroit de Gibraltar, puisque pour passer du 10e au 11e de ses travaux, Hercule, en fait, aurait, par sa force musculaire, ouvert un passage entre la Méditerranée et l'Atlantique, qui serait à l'origine du détroit de Gibraltar. Et donc, il revient avec ses bœufs, en passant par l'Italie, et notamment par Pompéi et une autre ville que certains d'entre vous connaissent, Herculanum. Il faut savoir que dans l'Antiquité, on donne souvent aux villes fondées le nom de leur fondateur. Par exemple, Rome, fondée par Romulus, Herculanum, fondé par Hercule. Et Pompéi serait aussi un nom à associer à Hercule. Pourquoi? Parce que, donc, il passe par l'Italie notamment pour rejoindre son 12e travail, ici. Pompée, que je vous ai écrit ici en grec, Pompée, qui est une des étymologies proposées pour la ville de Pompéi. Pompée signifie l'escorte, la conduite, la procession. Donc Hercule serait passé en Italie en procession, puisqu'il est accompagné de tout un troupeau des bœufs de Gérion, pour se rendre donc à l'entrée des enfers que les Grecs situent au Cap Ténare. Alors, vous savez que les Romains le situent plutôt au niveau ici de Cume et du lac Averne, mais chez les Grecs, en fait, on imagine que les enfers sont souterrains, sous l'Italie et la Grèce, et que toutes les grottes permettent de les rejoindre. Voilà, donc il y aurait dans l'Antiquité plusieurs entrées des enfers. Donc, pour revenir justement à cette étymologie de Pompéi, alors il y a d'autres étymologies qui sont proposées. Par exemple, on peut mettre en relation aussi le nom de Pompéi avec quinque en latin, qui veut dire 5, qui se dit en breton pemp, qui peut faire penser à Pompée et à Pompéi. Pompéi pourrait aussi être né de la réunion de 5 villages, par exemple. Donc on cherche souvent des étymologies au nom de villes dans l'Antiquité. Celle qui renvoie à Pompée l'escorte permet d'établir un lien avec la divinité d'Hercule. Alors, dernière petite précision étymologique, je vous invite à réfléchir au sens des mots français pompeux, en grande pompe, pompe funèbre, ainsi qu'au rôle d'Hermès dit psychopompe, c'est-à-dire celui qui conduit les âmes des morts aux enfers. Je dois mettre fin à cette vidéo car le temps est écoulé.
J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et je vous invite à faire une synthèse dans votre cahier. À bientôt!